l'autonomisation, un chemin de la vie, femme qui roule ensemble. Chers citoyens, chères citoyennes, fils et filles d'Undé, sympathisants, bienvenue encore une fois à bord de votre émission La Sentinelle. Nous sommes en train de découvrir petit à petit APADER et aujourd'hui nous nous tournons vers une initiative toute féminine. La coopérative des femmes pour la transformation du karité et autres oléagineux locaux. Nous le ferons avec l'aide de Madame Florence Youssef, coordinatrice d'APADER, et nous aurons aussi l'occasion de voir les femmes qui produisent et transforment et produisent le beurre de karité. Restez donc scotchés et retrouvez-nous après une petite pause. Bienvenue encore à bord de l'émission de la Sentinelle. Comme on l'a dit dans l'introduction, aujourd'hui nous allons connaître la coopérative des femmes pour la transformation du karité et autres oléagineux locaux, COFTRACOL. Et pour le faire, nous avons invité sur ce plateau la responsable de APADER, ancienne présidente de cette coopérative, Madame Florence Youssef, que nous avions déjà eu le plaisir de rencontrer dans notre première émission. Bienvenue, Florence. Merci, Madame. Nous rappelons à nos spectateurs et spectatrices que vous êtes la coordinatrice d'APADER depuis 2018. C'est bien ça. Et vous avez de nombreuses activités et responsabilités, mais une en particulier, c'est qui vous voit protagoniste de la fondation de l'origine de cette aventure, disons, de transformation du karité à l'Ouest Cameroun. Et juste pour informer les spectateurs et spectatrices qui peut-être ne connaissent pas ce fruit, disons, l'arbre de karité pousse à l'état naturel dans les savanes de l'Afrique, sur la bande sahélienne, qui est appelée aussi ceinture du karité, et qui est une zone qui s'étend du Sénégal jusqu'au Soudan et même jusqu'au plateau de l'Éthiopie. Au Cameroun, c'est beaucoup plus dans les zones de savane du nord et dans les savanes préforestières du centre. Mais d'une façon aussi un peu spéciale, on les retrouve dans la plaine du Tikar, de l'ouest jusqu'au nord-ouest. C'est correct. Et comment, Madame Florence, le karité est entré dans votre vie et dans la vie d'APADER? Merci, Madame, pour cette question. Comment le karité est entré dans ma vie et dans la vie de APADER, qui était une structure d'encadrement de cette initiative. Le mariage avec le karité commence en 2007, où je déménage pour Banganté, partant de Tchang pour Banganté, et où je devais travailler au sein des communautés en tant qu'animatrice communautaire. Et là, c'était sous le label de APADER. Et une fois dans nos descentes, on découvre une noix extraordinaire et qui n'était pas encore dans nos habitudes. Et on a commencé à interroger, à demander, mais même les populations riveraines ne connaissaient pas ce que c'est que cette noix. Et une fois rentré dans les recherches, on a lancé et on a vu que c'était les noix de karité. Et à partir de cette expérience, de cette recherche, ça aussi est devenu un objet d'étude scientifique. Oui, j'étais en train d'y arriver parce que quand on fait des recherches en ligne, tout ça, on voit que c'est une ressource à fort potentiel économique et qui était beaucoup valorisée en Afrique de l'Ouest. Mais en Afrique centrale, c'était un peu sous-exploité. Et c'est là où, en 2000, tu vois, le parcours est tellement long pour que j'engage la recherche. C'est là où, en 2000, c'était 2013, où on décide, à
PADER décide réellement de travailler sur la ressource en termes de recherche scientifique. Et je porte alors une étude dans le cadre de mon mémoire de fin d'études à l'IPD. Et ça devait m'amener dans des différentes communautés à déjà identifier les zones de peuplement de Karité et aussi à pouvoir mettre en exergue l'exploitation qui se faisait déjà au niveau de ces communautés. Et justement, cette exploitation pratique, ça s'est fait au même moment que la recherche scientifique ou c'est arrivé après? Ça s'est fait, quand je parle même de 2013, c'était déjà presque à la phase terminale. Parce qu'en fait, c'est en 2000 que le mariage avec le Karité a commencé. 2000 parce que je vais à l'école sous la casquette d'animatrice communautaire où je devais faire une formation de 2 ans pour devenir cadre technique de développement en gestion de ressources naturelles. Et à la première année, il fallait trouver des thèmes pour aller faire des études socio-monographiques. Et c'est là où APADER me propose de travailler sur cette ressource qui avait marqué notre attention et qui était sous-exploitée. Et c'est là où je rentre voir mon encadreur, on formule le thème et c'était à l'époque comprendre la situation du Karité dans le bassin du Ndé. C'était ça la thématique. Oui. Et comment a commencé par contre l'exploitation pratique? L'exploitation pratique a commencé en 2008. Et là, c'est quand j'avais déjà fini à l'école et j'avais même soutenu, je suis revenu. Et j'ai continué mon travail d'animation, mais il fallait, je me questionnais à chaque fois les résultats de ma recherche. Comment on devait faire pour capitaliser ou pour pouvoir sortir cette ressource parce que ça avait montré que c'était sous-exploité, vraiment sous-exploité. Pourtant, le potentiel ailleurs produit beaucoup de revenus et améliore la situation des femmes. Donc, c'est là où ça a commencé. On a commencé à faire des brainstorming, comment on va le faire, et petit à petit. Et on a même commencé à chercher les partenariats. C'est un jour comme ça, chemin faisant, à la MC Carré, parce que Kofrakol n'était pas APADER, était membre de la MC Carré à l'époque. Un jour, il y avait une réunion et c'était ADAF qui encadrait la MC Carré, qui venait faire cette réunion et avait déjà vu qu'il y avait une ressource. Non, il voulait travailler avec des femmes qui valorisaient les ressources naturelles locales. Et c'est là où un administrateur a dit, mais vous parlez de ça, il y a une femme ici qui travaille déjà sur une ressource de Karité, qui est une ressource miraculeusement qui se retrouve dans la localité. Et c'est comme ça, je reste, on me contacte, on me dit, madame, voilà, on échange, et c'est là où j'ai créé un projet. Donc, pour avoir maintenant les machines? Non, pas pour avoir les machines. Déjà parce que si tu partais dans la localité, personne ne produisait le beurre. Donc, il fallait d'abord, dans le projet, sensibiliser, éveiller la conscience de la population riveraine sur la ressource, qu'il y a cette ressource qui existe et ce que ça apporte comme plus-value dans la communauté. Donc, il fallait faire ce travail. Donc, on a fait une sensibilisation de 3 mois dans toutes les zones. Les 8, parce que le Karité dans le Ndé se retrouve dans au moins 8 villages. Donc, on a commencé par 3 villages pilotes. C'était lesquels? C'était Bangwa, le village de groupement Bangwa, le groupement Banga-Fokam et la zone de projet Route du Noun. Et surtout, oui, les 2 projets, les 2 villages pionniers. Et jusqu'à aujourd'hui, ils sont en train de fonctionner? Non, malheureusement, non. Il n'y a que 3 qui ont réellement pris, mais avec des difficultés, c'est en train de dégrader. Et pourquoi le choix des femmes? C'était pas le choix des femmes. Au départ, c'était pas le choix des femmes. La sensibilisation et la formation étaient ouvertes à tout le village, à tout le monde.
Mais c'est la pénibilité du travail qui a fait que les hommes s'écartent et que ce soit les femmes et les enfants qui se sont appropriés de la ressource. Donc ça, c'est aussi un message pour encourager les mamans Oui. dans leur effort. Oui. Et ça fait que quand les gens, l'enthousiasme était là au départ, parce que quand on a lancé la sensibilisation, on a tellement présenté les vertus du karité, comment ça pouvait améliorer, relever le niveau de vie dans les familles, que les gens étaient pleins. On n'arrivait même pas à les maîtriser pendant la sensibilisation et la formation pour la transformation, parce que le projet avait à DAF, il y avait la sensibilisation et la formation traditionnelle, vraiment, avec la méthode traditionnelle de fabrication du beurre de karité. Donc on a formé, mais les gens ont vu la pénibilité, où il fallait concasser, il fallait piler au mortier, il fallait écraser à la pierre, après avoir obtenu la pâte, il fallait mélanger, barater à la main, et après, pour ne même rien avoir, très long, mais pour ne même pas avoir 2 cuillerées de beurre, ça a fait que l'engouement s'est cassé. Mais on n'a pas baissé le vent. En tant qu'agent de développement à l'époque, on a dit non, c'est un résultat. Il faut juste continuer la recherche et voir ce qui n'a pas marché. Comment vous êtes arrivé à la formalisation et à la structuration coopérative? Bonne question. Donc c'est après cette phase, quand on a vu les gens on a encore repris pour venir dire voilà, est-ce qu'on continue à valoriser avec le processus? Les curieuses et les curieux ont dit oui. On a dit bon, il fallait passer à la phase de structuration. Parce que transformer le karité, si c'est une personne, c'est pénible. Il faut que se mettre ensemble. Donc on a encore organisé des réunions pour pouvoir amener les gens à choisir la forme de structuration. Est-ce que c'est en GIC, c'est en association, c'est en coopérative, c'est en PME ou PMI qu'il fallait choisir. Mais il fallait faire cette ensemble et leur laisser le choix. Puisqu'à l'époque, nous, on les sensibilisait pour qu'ils choisissent. En leur présentant chaque type avec les avantages et les inconvénients. Et on leur laissait libre choix de faire leur option. Et à l'époque, ils avaient opté pour la coopérative. Et c'est comme ça qu'en 2008, on a engagé le processus de structuration et de légalisation de la coopérative. Et aujourd'hui, vous avez 3 unités, si je ne me trompe pas. Oh oui, la coopérative, le 23 décembre 2008, a eu son acte de naissance et c'était structuré autour de 3 unités de base, mais avec une unité centrale. Donc, ça veut dire que les 3 unités... Vous pouvez citer les lieux où ça se trouve? Oui, les 3 unités étaient basées à Bangwa, en Kongam, Projet Route du Noun 1 et à Bangam Fokam. Et l'unité centrale était ici à Banganté, où on avait loué un local pour pouvoir assurer. Et aujourd'hui, l'unité centrale, c'est où? L'unité centrale a été déportée au projet. Compte tenu des difficultés de loyer, on avait eu des difficultés ici parce que le monsieur disait qu'il va refaire la maison et il avait augmenté le prix du loyer, ne pouvant pas supporter. Nous, on a cherché. Les femmes avaient beaucoup cherché dans la ville un nouveau local, mais on n'avait pas pu trouver. Et on a décidé de ramener l'unité centrale à l'unité de base Nkonga. Voilà, et c'est justement à Nkonga où nous sommes descendus pour rencontrer les femmes de l'unité, et pas seulement les femmes, il y a aussi un homme, M. Alphonse, le machiniste. Et donc, nous vous proposons, Madame Florence, de regarder ensemble les vidéos que nous avons prises lors de cette descente et nous allons la commenter après. Mais je voudrais un peu préciser que la coopérative n'a pas seulement un nom, c'est pas seulement une coopérative de femmes. Nous avons 3 hommes au sein de la coopérative. Il y a un en Kongam, un à Bangam Fokam et un à Bangwa. Merci, madame. D'accord. Alors, nous allons regarder ensemble les vidéos. Coca-Cola.
Coptacol, c'est la coopérative des femmes pour la transformation de karité et autres oléagineux locaux. Cette structure a vu le jour en 2008. Il y a l'arbre de karité dans les champs, un peu de part et d'autre dans ce département d'Indé. Dans notre localité, nous allons au champ ramasser les noix. Les bororos, les mamans, les enfants nous aident à ramasser et ils viennent nous vendre à la coopérative. Nous ramassons comme ça. On ne cueille pas. On ramasse, ça tombe sec. Après avoir ramassé les noix, on les fait sécher, on concasse, on obtient les amandes. Et les amandes, on les sèche, on les fait bouillir encore, on trie, on sèche et on envoie à la concasseuse. Après avoir concassé, on envoie à la moule. Après avoir moulé, on chauffe la pâte. On chauffe la pâte avant de mouler. Après avoir moulé, nous on baratte à la main pour obtenir la crème blanche. Après avoir obtenu la crème blanche, on chauffe et on obtient le beurre. Coptacol produit aussi le savon à base de l'huile de karité. On y ajuste le miel, le savon à l'avocat, le savon au riz, le savon à la tomate. Voilà, chers spectateurs, spectatrices, Madame Florence, nous venons de suivre la vice-présidente, Madame Marie, et l'autre groupe de femmes, ainsi que les machinistes, qui nous ont un peu montré concrètement comment le travail de transformation du beurre de qualité, du karité, pour que ça soit beurre, est très long. Est-ce que vous pouvez juste résumer pour nos spectateurs et spectatrices les phases principales? Merci Madame Iliana pour cette question aussi importante parce que c'est même le nœud du processus de transformation du karité, des noix de karité. Et pour le faire, nous avons 3 grandes phases. La première, c'est la phase de collecte et de pré-traitement des noix. Donc, il s'agit là d'aller collecter ou d'acheter, quand dans la colonne on parle de ramassage et d'achat de noix de karité. Et une fois arrivé au niveau de l'unité de transformation, les femmes s'attellent à laver, sécher, décortiquer, sécher et concasser. Ça, ce sont les phases de processus qui entrent dans la collecte et le pré-traitement. Et après la deuxième phase, c'est la phase de traitement des amandes. Là, vous voyez, on est à partir des noix pour les amandes. Donc, c'est ces amandes qui donnent, qu'on utilise après avoir torréfié, baratté et laver la crème et extraire, décanter l'huile pour avoir le beurre de karité. Et au niveau de la première phase, ce qu'on utilise encore comme produit en dehors des amandes, ce sont les coques. Parce que ces coques vont nous aider, vont entrer dans la production des produits dérivés comme le savon ou les pommades. Donc, au niveau de la phase de traitement, donc après avoir baratté, on a le beurre, on a le touto et on a deux types de touto. Il y a le premier type de touto et le second. Parce que le second est plus fin et le premier est plus épais. C'est encore des granulés, mais le second, après décantation du beurre, c'est très fin. Et on peut utiliser pour faire le gommage, la crème gommante. Et après la phase de traitement, nous avons la phase de conditionnement et commercialisation. Et dans la phase de conditionnement et commercialisation, c'est encore une autre équipe qui est mise en place. Donc, c'est elles qui reçoivent le beurre brut et fait décanter, filtre et faire la mise en pot et mettre sur le marché. Dans la mise en pot, c'est pas seulement mettre ici, donc c'est ça. On a étiqueté et on met sur le marché.
Et dans la mise sur le marché, ça peut être au niveau de l'unité de base même, quand on a des produits, qu'on achemine les produits finis. Ça peut être au niveau de APADER qui nous a offert un comptoir d'exposition. Ça peut être au niveau des points de vente qui sont ailleurs, dans d'autres régions. Il y a à Bafoussam, qui est la région de l'Ouest. Nous avons à Yaoundé au moins 2 points de vente. Nous avons à Douala. Même au marché des fleurs, on avait des points de vente, des personnes relais là-bas pour la commercialisation. Je crois que vous avez aussi des personnes qui achètent ça à partir d'autres pays. Oui, beaucoup, mais là, c'est par personne interposée. Nous n'avons pas encore de partenaires directs pour la commercialisation, mais nous avons des relais, donc des personnes qui sont ailleurs, qui ont déjà goûté le produit et qui trouvent ça satisfaisant. Quand ils ont quelqu'un qui voyage, un proche ou un ami qui voyage, ils peuvent passer leur commande et nous acheminons. Et même à Yaoundé, nous utilisons les agents de voyage pour les envoyer les produits. Oui. C'est une invitation aussi à ceux qui nous écoutent de contacter APADER. Après, nous donnerons les contacts pour essayer. C'est vraiment des produits de qualité, c'est pur, c'est pas mélangé. Non, c'est pas mélangé, c'est vraiment pur. Mais Madame Florence, dans la description des phases, il y avait quelque chose qui m'avait interpellée et c'était par rapport à la relation avec la population des Bororo, des éleveurs Bororo. Et est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose de plus? Comment vous les avez impliqués dans les processus? Comment ça se passe? Merci Eliana pour cette question. L'implication de la population Bororo dans notre processus de production de beurre de karité n'a pas été facile. Surtout la pénétration dans leur campement. Il a fallu passer par des hommes, des négociations pour pouvoir avoir accès. Parce que c'est des gens souvent renfermés et ils n'ouvrent pas trop. Donc il a fallu passer par les chefs de leur communauté qui vous mettent en contact avec les différents responsables des camps, des campements. Et il fallait encore prendre beaucoup de temps pour négocier avec les époux dans les différents camps pour qu'ils vous donnent accès, pour qu'ils favorisent l'accès à leur épouse. Et une fois, mais dès que ça a été fait, le message est passé et la collaboration est restée. Et après avoir discuté avec les enfants et même avec les époux, parce que vous ne pouvez jamais discuter avec leurs époux sans qu'ils ne soient là. Donc ils veulent tout comprendre, ils veulent voir vraiment ce que... Et dès qu'ils ont compris, eux-mêmes ils s'impliquent, ils accompagnent leurs femmes dans la collecte. Donc ça a été un véritable processus de dialogue culturel. Oui, et c'était un grand défi pour nous. Parce qu'au départ, on lançait seulement l'information, on veut collecter les carités, apporter, mais rien. Quand on a vu que c'était une couche qu'il fallait intégrer dans la collecte, c'est ça qui a fait que depuis ces dernières années, nous sommes submergés par les noix de karité dans tous les 3 villages. Parce qu'on avait élaboré un plan de sensibilisation dans ces zones. Et il y avait même à un moment, l'année surpassée, on avait mis en place un processus d'identification et d'enregistrement avec même des contrats, petits contrats en termes de quantité à livrer et des délais. Et à part la population des Bororo, est-ce qu'il y a d'autres partenaires, même nationaux, internationaux, avec qui la coopérative a travaillé dans le temps? Oui, en dehors de cette communauté, il y a aussi les riverains qui collectent, surtout des jeunes, qui collectent pour quand ils ont besoin de leur argent de poche. Ils utilisent ça, surtout le mois de mai. Le karité tombe déjà. Ils viennent proposer, on leur donne de l'argent avant qu'ils aillent au défilé ou ceci, cela, ou voyager pour leurs vacances, les congés. Mais en dehors de ça, pour que Cofracol se mette en place, il y a eu beaucoup de partenariats. Il y a eu ADAF qui a commencé dans la sensibilisation et qui a impliqué APADER, parce que c'est APADER qui avait porté la sensibilisation, la formation et même la structuration de la coopérative.
Et même dans la formalisation de la coopérative, c'est APADER qui avait accompagné les membres à pouvoir se formaliser. Et chemin faisant, nous avons fait la rencontre de l'ICRAF. Et ça, c'était entre 2009-2011, et avec qui nous avons collaboré. Et dans cette collaboration, ils ont même mis à notre disposition des équipements pour alléger la pénibilité du travail. Et aussi, ça a vraiment aidé, parce qu'avec ADAF, on avait les machines à main, les mortiers, et ça a aussi allégé. La production a évolué. Mais avec ICRAF, ça avait vraiment évolué. Et oui, ça avait accéléré. Et Dieu merci, chemin faisant, on a eu à travailler avec les volontaires Peace Corps. Et dans ce partenariat avec ces volontaires, ils ont monté un projet qui nous a permis encore d'avoir une machine encore plus améliorée. Oui, vraiment un moulin qui permettait d'écraser et de rendre vraiment en pâte les amandes de karité qui facilitaient le travail de barattage. Et ça a aussi amélioré. On pouvait faire les 20 litres de beurre par jour, par séance de travail. Et en 2018, ça c'était entre 2013 et 2014. En 2017-2018, nous faisons la connaissance du programme ACEFA, PCP ACEFA, un programme du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, et où nous avons demandé la demande d'adhésion, et ça a été fait, et nous avons bénéficié, notre projet a été financé, et c'était pour l'acquisition des presses. Donc, le projet a facilité. Nous avons trouvé un artisan local qui a fabriqué les presses et qui nous avait convaincus que les presses devaient être efficaces. Mais malheureusement, les presses n'ont pas pu tenir. Et depuis 2018, ça a un peu presque même cassé l'engouement ou l'engagement des femmes. Mais jusque-là, ça n'a pas découragé. On continue et on a espoir qu'un jour, on pourra aussi... Nous pouvons continuer à profiter des produits. On les a menés ici pour montrer. Il y a les beurres, les pots de beurre c'est combien? De 250 millilitres. Oui. Il y a les petits pots. C'est 125. Pour mettre dans les sacs. Oui. Et amener quand on voyage. Il y a aussi le conditionnement familial. Il y a les stocks de litres. Oui. Et il y a les produits dérivés, le savon à la tomate, fait à base du beurre de karité, le savon au miel citron, toujours à base du karité comme huile, et le savon au riz, Nerika. Donc, c'est ce riz, et je crois, c'est 4 types de savons que nous avons. Aujourd'hui, nous avons 3. C'est des jolis. Non, on a les... Même pour faire des cadeaux, c'est ouais. Vraiment... Nous vous encourageons à nous faire parvenir vos commandes. Et tout à l'heure, vous allez voir les contacts en bas. Nous avons aussi quelque chose qui... Bon, juste dans le marketing, hein. Ouais. Le beurre de cacao. Aussi. Donc, ce n'est plus les qualités. Oui. Mais c'est pour dire que aussi la coopérative est ouverte à explorer aussi d'autres... Oui, comme le nom l'indique, parce que c'est coopérative de transformation du karité et autres oléagineux locaux. Donc, tout ce qui produit de l'huile, Cofracor fait dans ça. À un moment, nous avons fait même l'huile de coco. Et vous avez entendu, dans l'échange, c'est vraiment un long processus, c'est beaucoup de travail. Donc, même le prix qu'APADER fait est très petit. Cofracor. Excusez, que Cofracor fait est vraiment, je dirais même, j'étais choquée en connaissant la dureté du processus de voir que le beurre que moi-même j'achète, c'est si économique. Non, Eliana, je pense que c'est pas ça. Malgré ces difficultés,
malgré la pénibilité du travail, nous gardons espoir. Et nous travaillons, les défis et les difficultés sont énormes, mais nous travaillons afin de pouvoir les pallier. Et c'est sur cette note d'espoir que nous prenons une petite pause pour souffler. Restez avec nous, nous allons revenir tout de suite. Chers spectateurs, chères spectatrices, nous voilà à la dernière partie de notre émission de la Sentinelle d'aujourd'hui. Nous sommes en train de découvrir la coopérative des femmes pour la transformation du karité et autres produits oléagineux locaux. Et nous sommes avec Madame Florence Youssef. Et nous avons vu un peu tous les processus de transformation du karité. Nous avons vu l'histoire de la coopérative. Peut-être que nous pouvons revenir brièvement sur l'objectif. Qu'est-ce qu'on cherche par le travail de transformation du karité? En fait, la coopérative a été mise en place pour viser à l'autonomisation, pour contribuer à l'autonomisation financière, économique des femmes et même sociale. Parce que dans cette visée, c'était à l'époque des mamans très timides qui n'arrivaient pas à s'exprimer, qui ne pouvaient même pas. Ce que vous avez fait en vidéo là, aucune femme ne pouvait parler. Elles avaient peur, elles n'avaient pas confiance en elles. Donc tout ce travail a été fait pour que ce résultat que vous avez, vous puissiez l'avoir. Donc il y a cette partie autonomisation économique qui n'est pas encore réelle. Mais l'autonomisation personnelle, sociale, aller dans des associations ou des réunions et prendre des responsabilités, c'est effectif. Mais nous continuons à travailler pour que même l'autonomisation économique de ces femmes puisse avoir lieu. Et nous rappelons que c'est l'une des missions importantes d'APADER. Oui, voilà, et c'est là où intervient encore APADER pour l'accompagnement à cette pleine autonomisation à travers des recherches de partenariat, à travers des subventions, à travers des projets qu'ils montent pour accompagner cette autonomisation. Mais à un moment, ces femmes ont été épanouies. Épanouies parce que au début, peut-être 3 années ou 5 années après, le beurre qu'elles produisaient avait le principe de la coopérative. On mettait l'accent sur plus tu collectais, plus tu avais les dividendes. Et ça fait que ça créait de l'émulation. Et celles qui avaient collecté une année, quand on avait partagé la ristourne, les autres femmes qui n'avaient pas collecté ont dit mais celle-là a porté seulement un sac d'argent. Donc, comme pour dire que non, elles ont dormi et celle-là a collecté, donc nous aussi nous pouvons et ça a commencé à créer de la concurrence, de l'émulation, et sans les équipements qui bloquent, qui sont régulièrement en panne, ces femmes seront effectivement un peu disons à la partie difficile. Quelles sont les difficultés, les défis auxquels doit faire face Coftracol? Les difficultés, la difficulté majeure, c'est la stabilisation des équipements. Donc, et nous travaillons APADER travaille depuis plusieurs années à pouvoir trouver l'équipement adéquat et approprié pour que ces femmes puissent réellement s'épanouir. Mais c'est un travail pas aussi facile parce que trouver ces partenaires et trouver même les équipements, vu l'expérience de l'Afrique de l'Ouest, c'est pas évident. Le plus souvent, il faut trouver des artisans locaux qui font des prototypes avec plusieurs essais pour pouvoir arriver à adapter l'équipement à la matière première. Parce que c'est une ressource très résistante. En termes, et sa constitution ne facilite pas, ne supporte pas beaucoup les presses. Ça fait que ça lâche à cause de la sève qu'on retrouve dans l'amande.
Oui, donc ça fait que l'amande tendre et transformée n'est pas toujours évident. Donc, il faudrait un processus, même si on arrive à monter un projet, il va falloir, même si on doit importer ou exporter, importer des équipements, il va falloir que plusieurs essais soient faits pour pouvoir choisir l'équipement approprié et adapté. Donc peut-être c'est aussi une invitation, si parmi les personnes qui nous suivent, il y a quelqu'un qui veut même contribuer pour que Coftracol puisse accéder avec des conseils, avec même une aide financière. Et un autre défi que nous voulons relever, c'est pouvoir aussi gérer, exploiter rationnellement la ressource. Comme c'est une ressource qui pousse seule, naturellement, elle est déjà victime de la surexploitation, de la coupe abusive, de la mauvaise exploitation, parce qu'un arbre a une façon c'est vraiment difficile à pousser. Oui, et les gens exploitent ça sous plusieurs formes. Donc, il y a des crédits praticiens qui cherchent l'écorce pour les produits, pour soigner la pharmacopée traditionnelle, et ils n'ont pas la bonne technique pour pouvoir récolter cette écorce. Et ça fait que dès qu'ils font, l'arbre meurt. Et de plus en plus, ça fait diminuer le potentiel de la ressource existante. Donc, nous essayons de collaborer avec les eaux et forêts pour pouvoir trouver des moyens pour sensibiliser et éduquer la population. Et avec l'extension de l'agriculture, surtout le maraîchage, l'arbre est tellement abattu, il y a une coupe abusive, la destruction même, si je peux dire seulement, c'est même la destruction. Et il y a des personnes qui, comme cet arbre, le tronc est très bon en termes de charbon, ça produit du bon charbon. Donc, il y a des gens qui partent d'ailleurs pour venir abattre et faire du charbon. Donc, tout ça là, c'est un travail qu'on est en train de faire et nous sollicitons la collaboration du gouvernement à travers le MINFOF pour créer des réserves. Non seulement ça, même seulement pour sensibiliser et appliquer la loi parce que c'est une ressource qui est protégée. Donc, on voudrait que la loi soit appliquée et qu'on trouve des stratégies pour pouvoir limiter la destruction de cette ressource. Et aussi, comme c'est un arbre qui pousse naturellement, on voudrait domestiquer. Domestiquer, ça veut dire on veut créer des réserves ou des parcs à karité, pas seulement naturels, mais aussi des agroforêts de karité où on a fait peut-être le greffage ou le bouturage et pouvoir le faire, on a besoin des partenaires, des personnes connues parce que c'est parfois des longs processus. Et combien d'années prend l'arbre pour donner les fruits? Le minimum c'est 20 ans pour qu'un arbre puisse entrer en production. Vous voyez, quand on coupe un arbre de cette envergure, ça veut dire qu'il va falloir, et on coupe même sans planter. Et quand on plante, il faut attendre 20 ans, il faut entretenir. 20 années, c'est pas 20 jours. Donc, les gens devaient comprendre que c'est une ressource naturelle, c'est un don. Et c'est ça, ça fait la fierté. En Afrique de l'Ouest, par exemple, au Burkina Faso, c'est comme le café était à l'époque ici. Hein? C'est ça qui rentre dans la ressource. Vous appelez ça quoi? Les ressources de l'État. C'est ça qui donne, oui, le produit brut interne. C'est ça, le karité là-bas en Afrique de l'Ouest, surtout au Burkina Faso. C'est le troisième produit qui rentre dans les devises de l'État. Donc, pourquoi pas? Et ça améliore beaucoup les conditions des femmes. Donc, nous faisons un appel vraiment aux autorités à avoir une attention particulière. Et d'encourager. Si elles sont en train de nous suivre, elles peuvent trouver en Coftracol et en APADER. Mais il y a aussi un défi majeur, et Madame Eliana, que je voudrais relever, c'est que dans cette zone d'exploitation, le peuplement n'est pas encore connu. Donc, si on pouvait aussi accueillir des stagiaires
venant même de la phase A de partout pour qu'ils puissent nous collecter des données, faire leur sujet, porter ça comme sujet de recherche et permettre que on puisse avoir la densité ou le peuplement de karité dans la zone d'Undé ou pourquoi pas même dans la grande plaine Sika. Ça serait une bonne chose. Ça va permettre que, avant de se projeter, on ait une idée sur le potentiel. Parce que là, on peut développer, après cette étude, on peut développer des programmes et un programme qui pourra intégrer non seulement l'exploitation, mais la protection et la conservation durable des arbres à karité. À Pader, Costraco, c'est comme ça, on échange, c'est la créativité et des idées pour l'avenir. Donc, peut-être que c'est pour être même, si vous êtes d'accord, les messages avec lesquels nous allons clôturer même notre émission d'aujourd'hui, l'invitation à des jeunes de venir nous rejoindre pour leur stage professionnel et de pouvoir contribuer à l'autonomisation des femmes de la région, de pouvoir contribuer à l'intégration des peuples minoritaires, de pouvoir aussi contribuer à la protection et à l'augmentation du produit interne du pays. Donc, nous vous remercions, Madame Florence, pour avoir été avec nous. Merci à nos téléspectateurs et téléspectatrices pour avoir été encore une fois avec l'émission La Sentinelle. Vous êtes en train de voir en bas de votre écran les numéros utiles pour nous rejoindre pour vos commandes de beurre de karité, de savon, de beurre de cacao. Et vous pouvez toujours nous retrouver au siège d'Apader, en contrebas de l'immeuble Chaya, c'est la descente de l'école groupe 3. Ou dans les unités de base de Copracol à Bangwa, en Kongam et à Bangafoka. Voilà. Donc, nous vous disons merci et à la prochaine. Merci, madame. Le meilleur de Baraté. Oh, maman était connue Baraté. Baraté. Oh, papa Tachin connaît écrasé. Baraté. Baraté. Et c'est écrire l'histoire d'aujourd'hui, l'autonomisation.